Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'USTV de m'avoir invité à ce colloque grand public sur les vitraux. Et donc, moi, je vais vous parler de la couleur des vitraux et des informations qu'on peut obtenir à partir de l'étude de ces couleurs. Alors, la couleur, comme vous l'a montré très bien Sophie Lagabrielle, est un aspect très attractif du verre, hein, aussi bien dans les vitraux comme vous le voyez là. Sur ces différents vitraux, ici un vitrail de Notre-Dame, ici une baie de la cathédrale de Chester au Royaume-Uni, ou ici aussi des vitraux, l'image que donne la lumière qui traverse les vitraux dans la mosquée Nazir-ul-Mulk de Shiraz en Inde. Mais le verre est un élément très intéressant parce que sa première propriété, c'est d'être transparent. Et donc ce verre va laisser passer la lumière et c'est ce qui va permettre d'avoir un côté très esthétique, comme vous pouvez le voir sur ce vase ici, qui a été réalisé en verre soufflé, un vase très contemporain, et où la lumière joue très bien avec les différentes couleurs du verre. Alors les vitraux, que sont les vitraux? Donc on l'a vu, ce sont des fragments de verre qui sont sertis dans un réseau de plomb. Pourquoi un réseau de plomb? Parce que le plomb est un métal assez malléable, donc qui va pouvoir permettre de bien positionner les différents fragments de verre les uns par rapport aux autres. Et quelle est l'utilité de ces vitraux? Eh bien, c'est de laisser passer la lumière dans des édifices qui étaient construits dans des matériaux d'abord et avant tout opaques, hein, des pierres, quand on parle des vitraux médiévaux par exemple, mais actuellement pour les vitraux modernes, plutôt le béton. Donc ces fragments de verre étaient d'épaisseur relativement contrôlée, et ils avaient deux particularités: soit ils étaient teintés dans la masse, ou bien, comme nous l'a montré Sophie Lagabrielle, étaient peints en surface par des poudres de différents types d'éléments chimiques pour donner une coloration homogène au verre. Par-dessus ces couleurs, très souvent, on avait ce qu'on appelle donc la grisaille, ces oxydes métalliques noirs de fer ou de cuivre, qui venaient permettre de faire les représentations des visages, comme vous avez là, des drapés par exemple, ou même des différents éléments que l'on voulait représenter sur ce vitrail. Alors, là, comme je vous l'ai dit, la spécificité d'un verre, d'abord et avant tout, c'est lorsque on ne met pas d'éléments colorants ou lorsqu'on ne le peint pas, eh bien ce verre a la particularité d'être incolore. Il laisse totalement passer la lumière du jour, la lumière blanche, et c'est uniquement parce qu'on va mettre des éléments colorants à l'intérieur de la structure du verre que l'on va pouvoir obtenir la richesse de toutes ces couleurs sur ces éléments. Donc ces éléments, ce sont des métaux de transition. Métaux de transition, on les connaît assez bien, hein. La première série de transition, c'est-à-dire le titane, le vanadium, le chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui va pouvoir donner une couleur au verre. Donc quel est l'intérêt d'étudier la couleur de ces verres? Alors, quand on étudie un verre, on peut utiliser différentes techniques d'analyse, par exemple l'analyse chimique, qui va nous renseigner sur le type d'éléments présents dans la composition du verre, mais qui ne nous dira pas la cause de la coloration. Elle va nous donner l'élément présent, elle va donner la concentration de cet élément présent, mais on n'aura pas la cause de la couleur du verre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise, par exemple, entre autres techniques, une technique qui s'appelle la spectroscopie d'absorption optique. Avec cette spectroscopie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend de la lumière blanche et on éclaire un morceau de verre. Ce morceau de verre, par exemple celui-ci que vous avez là, qui contient, dans ce cas-là, du nickel de plus, eh bien, apparaît avec une couleur verte, parce que la lumière que l'on utilise pour l'éclairer est partiellement absorbée à l'intérieur de la structure du verre, et on va avoir des bandes d'absorption, ici, que vous avez là. Hein. Donc ici, c'est le domaine que l'œil peut voir, et là, ce sont les bandes d'absorption qui sont spécifiques de cet élément nickel de plus à l'intérieur de ce verre vert. Donc, une bande d'absorption vers 7500, une bande à 13200 et une bande à 24200. Finalement,
au niveau de l'œil, ce que l'on perçoit, ce ne sont pas les bandes d'absorption puisqu'elles sont absorbées dans la structure du verre, mais c'est ce qu'on appelle une fenêtre de transmission, c'est-à-dire là où la lumière peut passer. Et pour ce verre vert, eh bien, la lumière peut passer au niveau de la couleur verte, et c'est ce qu'on voit quand on regarde ce verre. Donc ça, c'est très intéressant parce que, en utilisant la spectroscopie d'absorption optique, eh bien, on peut déterminer l'élément qui colore le verre parce que cet élément a des bandes d'absorption qui sont spécifiques de cet élément. Et donc, ça nous renseigne sur l'élément. Mais ça, la composition chimique nous le dirait aussi. Par ailleurs, les éléments chimiques, et notamment les ions de transition, c'est-à-dire ceux qui colorent le verre, eh bien, ils rentrent dans la structure du verre. Et donc, on obtient aussi des informations sur le site occupé par l'élément de transition dans la structure du verre. Alors, ces sites, qu'est-ce que c'est? L'élément va se placer en s'entourant d'atomes d'oxygène, par exemple, dans des sites de géométrie différentes, des sites tétraédriques qui s'entourent de 4 oxygènes, des sites de coordination 5, des sites octaédriques qui s'entourent de 6 oxygènes, etc. Donc, on obtient également des renseignements sur les sites occupés par ces éléments de transition à l'intérieur de la structure du verre. Et ça, c'est intéressant. Ici, je vous montre d'autres types de spectres qu'on obtient sur des verres qui contiennent du nickel. Donc, ces 3 verres contiennent la même quantité de nickel, mais vous voyez que ces 3 verres n'ont pas du tout les mêmes couleurs. On a un verre vert, un verre marron et un verre bleu. Quand on fait la mesure du spectre optique, eh bien, les fenêtres de transmission correspondent au vert, correspondent au marron et correspondent au violet. Et donc, on a des modifications de l'environnement du nickel qui est à la même concentration dans ces 3 verres, mais qui ne donne pas les mêmes couleurs. Alors, quelles sont ces modifications? Eh bien, ce sont les sites occupés par l'élément dans la structure du verre. Ici, dans le verre vert, les sites sont des sites octaédriques. Dans le verre marron, ce sont des sites de coordination 5 et de coordination 4, tétraédriques. Et dans le verre bleu, eh bien, ce sont essentiellement des sites tétraédriques. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir des différences de sites occupés par un élément chimique dans une matrice de verre? Eh bien, ça peut être, par exemple, en modifiant la quantité d'un élément dans la composition du verre. Ici, on a modifié le pourcentage de potasse que l'on met dans la composition du verre. Et en modifiant ce pourcentage de potasse, eh bien, on modifie le site occupé et on modifie donc la couleur du verre. Donc, vous voyez qu'on obtient des informations indirectement sur le verre et sur les éléments chimiques présents dans ce verre. Donc, la nature du colorant, on arrive à savoir si c'est du nickel, du chrome, du vanadium, etc. La composition du verre, puisque quand on a différentes compositions, eh bien, on modifie les sites occupés par l'élément colorant, les sites évidemment occupés, l'état d'oxydoréduction de l'élément colorant dans le verre, par exemple le nickel à la surface de la Terre, il est uniquement 2+, quand il est sous forme ionique, mais si vous prenez le fer, si vous prenez le manganèse, eh bien, vous pouvez avoir des degrés d'oxydation extrêmement variés, du fer 2+, du fer 3+, du manganèse 4+, etc. Donc on a des renseignements sur l'état redox de l'élément colorant, on a des renseignements sur la structure globale du verre, on a également des renseignements sur la potentialité d'avoir mélangé des colorants pour réaliser ces couleurs de verre. Donc maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement des informations qu'on obtient en étudiant la couleur des vitraux. Donc pour ça, je vais me baser sur le travail de la thèse de Nathan Capobianco, qui a été réalisée en 2016 et qui a travaillé sur les couleurs des vitraux de la Grande Rose de la cathédrale de Reims. Alors cette cathédrale, c'est une cathédrale gothique qui a été construite entre 1211 et 1516. C'est un culturel héritage monument de l'UNESCO et des informations importantes sont liées à la proportion de mètres carrés de vitrage que l'on avait dans cette cathédrale au début du XXe siècle. On avait 3900 mètres carrés de vitraux au début du XXe siècle. Hélas, durant la Première Guerre mondiale, comme vous le voyez ici, cette cathédrale a été très fortement bombardée et sur les 3900 mètres carrés,
il ne reste plus que 1500 mètres carrés de vitraux. Donc le travail de Nathan Capobianco, ça a été durant la campagne de restauration de 2014 à 2016, eh bien, c'était d'étudier la coloration des vitraux de la Grande Rousse qui avaient été déposés. Alors, inutile de vous dire que quand on travaille sur ce type de matériaux, hein, on ne transporte pas le matériau n'importe où en France pour aller faire des mesures, etc. C'est en général la technique de mesure qui doit venir au matériau. Donc là, les vitraux avaient été déposés et on a au laboratoire conçu un spectrophotomètre optique, donc pour mesurer l'absorption optique dont je vous parlais précédemment, portable, transportable. Il a été mis au point par Mirti Huneau, Nato Capobianco et plus récemment par Théo Karoff, de façon justement à pouvoir utiliser le vitrail à l'endroit où il a été déposé, sans le toucher, sans contact par rapport à la mesure. Et donc ici, vous voyez typiquement un spectrophotomètre optique portable avec un portique qui permet de placer le vitrail à la verticale. Et on utilise des fibres optiques qui permettent d'avoir un point de mesure extrêmement petit, inférieur au millimètre carré, sur les différentes parties de ce vitrail. Alors, on utilise une fibre optique pour le rayonnement incident et une fibre optique pour récolter l'information lumineuse après la mesure d'absorption. Donc, les mesures qui ont été effectuées, je vais vous parler premièrement des mesures sur les panneaux verts. Ici, vous voyez une mesure qui a été effectuée sur le panneau représentant les ailes de l'ange, ici. Donc un point a été mesuré et ce que Nathan Capobianco a pu montrer, c'est qu'on avait une signature qui était liée au cuivre 2+. Il a par ailleurs mesuré d'autres parties vertes de ces panneaux de la cathédrale de Reims et il a trouvé on n'avait pas partout la même signature pour ce verre. On avait d'autres signatures, et ces autres signatures révélaient l'utilisation d'autres éléments colorants. Alors ça, c'est intéressant parce que si le cuivre était connu au XIIIe siècle, parce que on utilisait beaucoup de minerais venant des monts métalliques en Allemagne notamment, et même si les maîtres verriers à l'époque ne connaissaient pas la chimie comme on la connaît nous actuellement, eh bien, ils savaient discriminer les roches qui leur permettrait d'avoir cette coloration liée au cuivre et d'avoir cette couleur verte. Au XXe siècle, ces vitraux avaient déjà été déposés et avaient déjà été restaurés, et ils avaient été restaurés en utilisant le chrome 3+. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir des spectres différents parce que le chrome 3+, ne peut pas être utilisé au XIIIe siècle puisqu'il est découvert à partir du XVIIIe siècle. Donc on peut savoir, grâce à la mesure de la couleur et grâce à l'identification des éléments chimiques, on peut savoir si on a affaire aux vitraux d'origine du XIIIe, qui sont les vitraux colorés par le cuivre, ou aux vitraux de restauration du XXe, qui utilisaient soit le chrome et le cuivre, soit le chrome tout seul. Donc, on a continué ces mesures sur d'autres types de couleurs, et notamment la couleur bleue, dont nous a beaucoup parlé, Sophie Lagabrielle. Et ce qu'on voit, c'est que cette couleur bleue, eh bien, elle est liée à la présence du cobalt, mais elle est liée à la présence du cobalt, non pas tout seul, mais très souvent associé au fer. Alors pourquoi associer deux éléments ? Je pense qu'à l'époque, les verriers ne le faisaient pas exprès, mais que le fer est un élément qui est extrêmement répandu dans la nature, et donc dans les matières premières qui étaient utilisées pour extraire ces colorants, eh bien, il y avait toujours un petit peu de fer. Donc ce cobalt, eh bien, grâce au spectre optique, on peut voir qu'on a à la fois la signature du cobalt qui donne le bleu, mais la signature également du fer de plus qui rajoute à la teinte bleue de ce vitrail. Ce qui est intéressant, c'est que le fer de plus, on ne peut l'obtenir que si on se place dans des conditions réductrices.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les verriers de l'époque étaient capables de gérer l'atmosphère qui régnait dans le four et privilégier des degrés d'oxydation spécifiques, et notamment, dans ce cas, le fer de plus. On voit aussi que les verriers ont travaillé, alors ici c'est le bleu très intense des fonds, ils ont aussi travaillé sur les bleus plus pastels que l'on voit ici, et cette fois, ont montré qu'on avait à la fois du cobalt et du cuivre. Donc, non seulement les verriers maîtrisaient les éléments chimiques responsables de la couleur, mais ils maîtrisaient également le mélange d'éléments chimiques et l'atmosphère du four. Si on regarde ce qui se passe au niveau du jaune et du rouge, eh bien, il est intéressant de voir que pour ces couleurs spécifiques extrêmement intenses, on ne fait pas appel au même processus que les processus décrits précédemment, des processus ioniques pour des éléments à l'intérieur de la structure du verre. Cette fois, on fait appel à des nanophases. Ici, on a pour le rouge des nano-cuivre zéro, c'est-à-dire du cuivre métallique en très petites particules. Et pour le jaune, eh bien, c'est un complexe de fer et de soufre. Et ce jaune, on n'avait pas encore à ce moment-là la connaissance du jaune d'argent, mais réaliser ce complexe fer-soufre à l'intérieur d'une structure de verre montre une maîtrise absolument très fine des conditions d'atmosphère du four également. Alors Nathan Capombiuco a continué de travailler sur ces matériaux vitreux, et notamment sur des pièces, 17 pièces de vitraux qui représentaient des visages de personnages. Et il s'est intéressé à la carnation des personnages, carnation qui, en général, était très différente des couleurs vives que l'on pouvait voir, le bleu, le rouge ou le jaune. Et donc, on s'est demandé d'où provenait la grande variété de couleurs que l'on pouvait avoir. Vous voyez des visages qui sont pratiquement incolores, où il n'y a que la grisaille qui permet de dessiner quelque chose, et puis des visages, au contraire, relativement colorés. Donc, quel était l'élément ou les éléments qui permettaient d'avoir ces couleurs, ces personnages proviennent de différentes cathédrales en France et ont été regroupés dans la collection de Dina Vierny. Donc Nathan a pu montrer qu'on utilisait en fait un élément chimique qui s'appelle le manganèse. Je vous en ai parlé au début, je vous ai dit que le manganèse avait beaucoup de degrés d'oxydation. Et pour les vitraux, en général, la forme la plus stable du manganèse dans la structure du verre, c'est le manganèse de plus. Le manganèse de plus, quand on le met dans un verre, eh bien, apporte une très faible coloration. Donc, c'est probablement la forme qui a été privilégiée pour avoir des visages pratiquement incolores, où seule la grisaille donnait l'expression du visage. Et donc, de nouveau, ça nous montre que les maîtres verriers avaient une excellente maîtrise de la synthèse du verre, puisque même si on a majoritairement du manganèse de plus, ils étaient capables de générer du manganèse 3+, en jouant sur l'atmosphère plus ou moins oxydante ou plus ou moins réductrice du four dans lequel ils synthétisaient leur verre, et donc se rendre compte de la variation de la couleur et de la proportion de manganèse 3+, qu'ils pouvaient insérer dans la couleur de ce verre. Alors ça, c'est de nouveau quelque chose qui est pour nous assez difficile à réaliser, puisque ces gens ne connaissaient pas, je vous dis, la chimie telle que nous on la connaît, hein. Ils n'avaient aucune idée de manganèse 2+ ou de manganèse 3+, mais en revanche, ils avaient une maîtrise de la synthèse du verre, combien de temps on laisse un verre, dans quelle atmosphère on laisse le verre, est-ce qu'on va mettre du coke pour générer une atmosphère plus réductrice, est-ce qu'on va rajouter de l'air pour donner une atmosphère plus oxydante, et donc ils pouvaient maîtriser l'état redox des éléments pour déterminer la couleur des visages. Actuellement, marche plus. Actuellement, à l'IMPMC, Théo Karoff réalise une thèse sur un autre type de vitrail, un vitrail plus ancien, un vitrail du XIIe siècle, qui provient de la cité du vitrail de Troyes dans l'Aube et qui représente la transfiguration du Christ.
Ce qui est intéressant sur ce vitrail, c'est de voir à quel point les couleurs sont bien préservées. L'homogénéité de la couleur bleue, vous avez vu sur certains vitraux qu'a présenté Sophie Lagabriel que cette couleur bleue pouvait être très variable, et ici, elle est remarquablement homogène. Et cette homogénéité, eh bien, on la doit justement à la composition du verre. C'est-à-dire que les verres sodiques, les verres à base de soude, sont des verres qui sont beaucoup plus stables, qui réagissent beaucoup moins à l'altération et donc qui conservent une homogénéité au cours du temps. Ce qui est beaucoup moins vrai pour les autres types de verres, qui sont des verres plutôt potassiques et qui s'altèrent relativement vite et relativement facilement, peuvent perdre leur transparence. Vous voyez que là, on a un verre qui est très transparent, avec une intensité de la couleur très très bien définie, et par ailleurs des verres qui peuvent perdre de leur transparence parce que on va avoir une altération, ça Aurélie Vernet-Caron nous en parlera, une altération qui peut contaminer le verre et baisser sa coloration. Alors pour faire ces études, eh bien, Théo Karoff a dû adapter le montage précédent, puisque le montage précédent de spectrophotomètre portable permettait de travailler sur des vitraux verticaux. Il a donc dû adapter le montage pour travailler sur ce vitrail particulier très fragile à l'horizontale, et également sur les sources de lumière qui permettent d'identifier la couleur, alors travailler sur des sources de lumière plus intenses, sur des domaines énergétiques plus importants pour pouvoir réaliser des mesures de bonne qualité. Donc là, je vous montre quelques spectres qui ont été obtenus sur ce vitrail. Donc la couleur bleue que vous voyez là, et on remarque que le spectre est très propre. On arrive à identifier toutes les transitions, toutes les bandes d'absorption présentes sur le spectre. Là, c'est du cobalt, du cobalt pur, pas de mélange avec du fer, pas de mélange avec du cuivre, contrairement à ce qui était vu sur les panneaux de Reims. Il a également étudié la couleur liée à la présence de fer, et on voit que la présence de fer 3+, génère cette couleur légèrement jaunâtre de ce fragment. Et ici, on voit un autre élément chimique dont on a parlé, qui génère ces couleurs un peu pourpre, un peu marron, qui est le manganèse 3+. L'intérêt des mesures actuellement, c'est qu'on fait des mesures sur des spots qui sont très fins, inférieurs au millimètre carré, et donc on peut sélectionner des points de mesure sur lesquels on ne va pas avoir l'altération et sur lesquels on va pouvoir totalement traverser la matière pour pouvoir connaître l'origine de la coloration des différentes parties du vitrail. Donc toutes ces informations, eh bien, elles existent parce qu'il y a une coopération entre les sciences dites dures et les sciences du patrimoine, et que petit à petit, grâce à cette coopération, eh bien, on peut lever les mystères sur les technologies verrières qui étaient utilisées au Moyen-Âge, et ça remplace un petit peu les témoignages écrits qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous de cette époque. Voilà, je vous remercie, et je voulais remercier l'ensemble des personnes qui sont mentionnées sur ce dernier transparent, et grâce auquel nous avons pu réaliser ces travaux. Merci à vous.